Bonsoir, voici les titres de ce journal. Publication par le magazine Sciences et Avenir de la situation comparée de 512 hôpitaux français. Révélation sur les taux de mortalité. Réaction en direct de Bernard Kouchner. Conséquence de la crise politique et économique à Moscou, les cotations des bourses occidentales font des montagnes russes. Avant la rentrée des élèves, la rentrée des profs, menace de grève à propos des heures supplémentaires, les propositions de dialogue du ministre Claude Allègre, notre invité. Pour la deuxième fois, Jean-Jacques Goldman écrit pour Céline Dion, titre du nouvel album, S'il suffisait d'aimer. 512 hôpitaux français classés selon la qualité des soins. C'est l'enquête publiée par le magazine Sciences et Avenir pour 4 spécialités, orthopédie, urologie, cardiologie et chirurgie digestive. Selon l'hôpital où l'on est soigné dans ces catégories, le risque de mort varierait de 1 à 20. Statistique établie à partir du fichier informatique de tous les patients hospitalisés en 1996 dans les établissements publics ou assimilés. À noter que les cliniques privées et les établissements dépendants de l'assistance publique Hôpitaux de Paris ne sont pas concernés. La Sécurité sociale a refusé de transmettre les données. Voici maintenant les principaux éléments révélés par cette enquête commentée par Françoise Vallée. Les chiffres sont ceux de la direction des hôpitaux. L'exploitation des dossiers de 8 millions de patients hospitalisés dans le service public en 1996. Pour établir son classement, le journal s'est intéressé à un secteur clé de l'hôpital, la chirurgie. 3 critères ont été retenus, activité, notoriété et mortalité. Exemple, en chirurgie orthopédique, si le CHU de Bordeaux est le meilleur, l'hôpital de Wissembourg est le moins performant. En chirurgie digestive, Montpellier est premier, Méru dans l'Oise est très mal noté. En cardiologie, mieux vaut se faire opérer à Marseille qu'à Brest. Et en urologie, l'intervention est plus sûre au CHU de Bordeaux qu'à l'hôpital de Dinan. Selon Sciences et Avenir, certains services auraient dû être supprimés depuis longtemps. Pourquoi nous ne voulons pas fermer des établissements ou les regrouper avec d'autres? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pouvoirs, des pouvoirs administratifs, des pouvoirs médicaux, des pouvoirs politiques qui sont en jeu, qui gèrent l'hôpital. L'existence d'inégalités en matière de soins n'est pas vraiment une surprise, mais ce classement des hôpitaux, révélé au grand jour, suscite de nombreuses polémiques. Alors les directeurs d'hôpitaux ont jugé arbitraire cette enquête donc, de Sciences et Avenir. La Fédération hospitalière de France a regretté l'aspect sensationnel et réducteur de la présentation des chiffres, sans toutefois en contester la réalité. Il est vrai qu'il faut pondérer parfois de précision ce classement des meilleurs et des plus mauvais hôpitaux de France. Nous nous sommes rendus à Wissembourg, dans le Bas-Rhin, au centre hospitalier classé le moins performant en matière de prothèses de hanche. Reportage Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. Le centre hospitalier de Wissembourg au premier rang des mauvais élèves. D'après l'enquête réalisée il y a 2 ans, on a enregistré un taux de surmortalité anormalement élevé pour les opérations concernant la pose de prothèses de la hanche. 3 décès pour 11 opérations du col du fémur, toujours des personnes âgées dans un état de santé précaire. Pour le directeur de l'hôpital, les résultats de son service n'ont rien d'anormal. Sur les 41 indications de fractures qu'on a eues, il y a 11 cas où le chirurgien estimait qu'il fallait quand même essayer de faire quelque chose et a donc posé ce qu'on appelle une prothèse céphalique. Là-dessus, je répète, les revues internationales vous donnent un taux de mortalité de 30%. Donc on est dans la statistique, hein, il n'y a pas à diaboliser donc ce résultat. À Wissembourg, on ne traitait que les fractures du col du fémur effectuées en urgence sur des personnes âgées et malades. En revanche, la pose d'une prothèse totale de la hanche comme celle-ci n'était pratiquée que dans d'autres établissements. Un acte chirurgical beaucoup moins risqué car plus classique, programmé et proposé à des personnes plus jeunes. Reste que depuis 1996, l'hôpital a modernisé ses services et embauché un orthopédiste. Auparavant, un chirurgien généraliste assurait seul l'ensemble des actes chirurgicaux, une époque à présent révolue. Bernard Kouchner, bonsoir. On parle de disparité dangereuse. Vous avez souhaité qu'il y ait transparence, mais en même temps, vous avez un peu envie de prendre la défense de l'hôpital. Alors c'est un peu difficile ce soir, non? Non, c'est pas difficile, c'est nécessaire. Un magazine, un mensuel publie des chiffres, c'est bien, moi je suis pour la transparence, mais il faut les interpréter, il faut les corriger parfois, on l'a vu. Certains de ces chiffres, vous savez, c'est très brutal un chiffre, ça veut dire on a opéré d'une prothèse de hanche. Comment est-elle malade? Avait-il une maladie cardiaque?
les affections secondaires ne sont pas notées, qu'est-il devenu? C'est compliqué. Mais ne discutons pas ça ce soir. Je pense que cela doit nous inciter à améliorer. Alors ceux qui sont classés premiers parmi ces hôpitaux sont très contents. Ceux qui sont classés derniers vont s'améliorer. Déjà, à Wissembourg, ils le font. Moi, je suis en charge, avec Martine Aubry, de la santé publique. Donc il faut en permanence que cela s'améliore. Il y avait un numéro d'un autre magazine, il y a 2 ans, qui mettait en tête l'hôpital qui maintenant est en queue. Les choses évoluent. Attention aux chiffres. Mais la réalité, c'est qu'il faut parler, il ne faut rien dissimuler. Et je vous rappelle que l'enquête de Sciences et Avenir s'est fondée sur des chiffres que nous avons décidé de publier, qui sont publics. Alors Bernard Kouchner, pourquoi est-ce que vous n'avez pas plus rapidement publié ces chiffres, et pourquoi est-ce que vous ne suivez pas l'exemple, par exemple, anglais de Tony Blair, qui a décidé qu'à partir du 15 septembre, dans tous les hôpitaux, on va afficher les taux de mortalité? Pourquoi pas? Mais d'abord, j'ai publié Vous seriez d'accord pour le faire? Mais attendez, je réponds aux 2 questions. Les chiffres ont été publiés, ils sont à la portée de tous, et nous avons un organisme qui s'appelle l'ANAES, qui va mettre ensemble, avec d'autres critères, des groupes de malades homogènes, par exemple. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Non, pas encore, mais il faut du temps. Vous savez, avec les imperfections de cette publication, ça va quand même plus vite qu'avec la machine administrative. Mais ça ne va pas s'arrêter. Nous irons encore à l'hôpital, nous fréquenterons l'hôpital après la publication de Sciences et Avenir. Et donc, nous devons pérenniser, nous devons transformer, mettre en réseau, penser au personnel. Lorsqu'un service ne convient pas, il ne faut pas fermer le service, pas fermer l'hôpital. Il faut l'améliorer, le transformer, l'harmoniser. Il faut penser aussi aux populations autour. Alors, c'est vrai, il y a des disparités, autant le dire, comme dans tous les métiers de la vie. Il y a des bons journalistes, des mauvais journalistes, des qui passent, des qui reviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Je ne vois pas à qui vous pensez, mais très bien. Merci beaucoup, Bernard Kouchner. À Moscou, la visite de Bill Clinton a quelque peu perturbé les débats de politique intérieure au lendemain du refus par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, de voter la confiance à Viktor Tchernomyrdine. Le président américain a exprimé son soutien à Boris Eltsine, rendant hommage à sa capacité de résistance. Mais il n'y a pas eu de discussion sur une aide financière à la Russie. Hors cette rencontre, la vie économique et financière russe est toujours bloquée. Commentaire de notre correspondant permanent à Moscou, Gilles Rabin. Même dans les voyages officiels les plus graves, il y a des moments de détente. Visite de l'école primaire où le compositeur Rachmaninov avait appris à lire ses premiers mots, sinon ses premières notes de musique. La première personne à parler n'est pas Bill, mais Hillary Clinton. Je connais, dit-elle, un Américain qui a découvert votre pays quand il était encore étudiant. Il est de retour à Moscou. Bill Clinton, the President of the United States. Ce geste de tendresse sera très certainement autant commenté par les médias américains que les images de Boris Yeltsin, telles que nous l'avons vu ce matin. Ces quelques gestes protocolaires traditionnels semblaient demander au président russe un effort qui l'épuise. La crise économique qui frappe la Russie, après en avoir parlé bien sûr dans le secret du tête-à-tête avec Yeltsin, Bill Clinton l'a abordé devant les étudiants de Moscou. Son discours s'adressait évidemment aussi au futur gouvernement russe. Ne faites pas marcher la planche à billets, dit-il, traitez correctement vos créanciers, respectez les règles du marché qui s'imposent à tous. Ne soyez pas découragés, ne vous laissez pas abattre, continuez seulement à travailler. Si vous le faites, la Russie pourra décoller comme une fusée. Vous êtes debout depuis seulement 7 ans. Le président américain est applaudi par les étudiants et les étudiantes comme aucun dirigeant russe ne l'a jamais été. Avisant soudain un jeune homme à la cravate trop voyante, Bill Clinton fait lever le fautif. La cravate est aux couleurs du drapeau américain. Depuis hier, les cotations boursières enregistrent des variations très importantes un petit peu partout dans le monde, avec de fortes baisses, mais aussi quelques hausses cet après-midi. Un véritable jeu de montagne russe, si l'on veut bien accepter cette image. Explication Jean-Paul Chapelle. Depuis 24 heures, Wall Street mène la danse. Une danse folle qui entraîne dans sa crise de nerfs toutes les places financières de la planète. Tout commence hier soir. Une sévère correction infligée à nouveau à la bourse de New York. Moins 6,3% à la clôture, c'est la deuxième plus forte baisse de son histoire. En une journée est parti en fumée l'équivalent du budget de l'Allemagne. Une vague de panique
très contagieuse. Empêtrée dans sa propre crise bancaire, Tokyo n'avait pas besoin de ça. La bourse atteint son plus bas niveau depuis 12 ans. Nouvelle chute, nouveau redressement pour finir un peu au-dessus du niveau de la veille. Tokyo s'endort, Paris s'éveille, contaminé par la nervosité. Moins 2,4% à l'ouverture, moins 0,15% à la clôture. Pour le CAC 40, c'est la 5e journée consécutive de baisse. Retour à New York. Aujourd'hui comme hier, Wall Street commence par baisser. En provenance de Moscou, aucune bonne nouvelle, mais réaction et contre-coup de la chute, certains opérateurs rachètent, plus de 2% à la mi-journée, pas de quoi se rassurer. Hier à la même heure, le Dow Jones n'avait pas encore flanché. Jean-Paul Chapelle, Gérard Leclerc parle de danse folle, de fébrilité. La fébrilité, les financiers, ils n'aiment pas trop ça quand même, non? Oui, écoutez, comme la nature, les financiers ont horreur du vide, et le vide est ici d'abord politique. En Russie, bien sûr, toujours en attente d'un gouvernement après avoir unilatéralement décidé de retarder le remboursement de ses dettes. Mais vide de politique également au Japon, qui ne parvient pas à prendre des mesures de redressement économique nécessaires, et plus généralement faiblesse des institutions et des pays occidentaux, Clinton et les scandales, le Kohl en difficile campagne électorale, le FMI sans le sou. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion, s'interrogent les marchés. Alors cela dit, la Russie n'est que l'élément déclencheur d'une purge qui était attendue sur les marchés financiers, à commencer par Wall Street. La bourse américaine avait vu sa cote doubler en 3 ans, une exubérance irrationnelle selon le président de la Réserve fédérale qui appelait tôt ou tard une sévère correction. C'est aujourd'hui chose faite. Alors est-ce qu'on peut parler d'une prochaine récession mondiale ? Écoutez, le scénario catastrophe existe. La faillite de la Russie risque d'inciter les investisseurs internationaux à durcir les conditions de prêt aux pays émergents, d'Europe centrale et surtout d'Amérique du Sud, ce qui précipiterait ces pays dans la crise. Plus grave, les Américains, ménages et entreprises, ont énormément joué en bourse. Tant qu'elle montait, ils profitaient de leurs gains pour consommer et investir. Si elle chute trop ou brutalement, bien sûr, ce sera l'inverse, donc le risque de récession. Mais on n'en est pas encore là. Wall Street n'a perdu que 20%. La croissance américaine reste saine, avec toujours la possibilité pour la soutenir de baisser encore un peu les taux d'intérêt. Alors pour les États-Unis, d'accord, mais pour la France ? Écoutez, en 2 mots, l'Europe et l'euro semblent la protéger, ce qui ne veut pas dire qu'elle sortira indemne. Les crises asiatiques et russes, c'est un demi-point de croissance perdu cette année et sans doute quelques dixièmes en moins l'an prochain. Donc, traduction concrète, un reflux un peu plus lent du chômage. Merci Gérard. À 48 heures de la rentrée scolaire pour les élèves du primaire et des collèges, ce sont les professeurs qui reprendront demain contact avec leurs établissements. 2 modifications importantes des conditions de travail et de rémunération des professeurs, voulues par le ministre Claude Allègre, suscitent des inquiétudes, voire des préavis de grève. Tout d'abord, les effets de la déconcentration, c'est-à-dire des prises de décision concernant les postes d'enseignants titulaires non fixes. À 2 jours de reprendre le travail, des professeurs ne savent pas où ils seront affectés. Voici les exemples de 2 enseignants à Grenoble et Lyon, avec le reportage de Nathalie Moisan et Régis Maté. À quelques jours de la rentrée, les profs ne sont pas toujours les mieux préparés. Alors ? Eh bien, le rectorat m'avait envoyé un courrier fin juillet qui m'annonçait une affectation pour fin août seulement. Et à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais pas dans quel établissement je suis affectée pour cette année. Pas d'autre réponse qu'une lettre lui demandant d'attendre. Impossible dès lors de mettre à profit l'été pour préparer des cours. Hélène peut avoir n'importe quelle classe de la 6e à la terminale. Autre inconvénient, elle peut être nommée n'importe où dans son académie alors qu'elle habite dans le sud de celle-ci. Autre académie, celle de Lyon, et même situation pour Damien, auquel l'administration n'a toujours pas donné de réponse. Alors, vous avez un poste ? Non, toujours pas de poste. À la veille de la rentrée, avant-veille de la rentrée, pas de poste. Une incertitude qui prépare parfois des déceptions. Il y a 2 ans, Damien avait été nommé en français la veille de la rentrée, alors qu'il est prof d'histoire. C'est surtout une situation qui ne prend pas en compte l'intérêt des élèves. Qu'est-ce qu'on peut penser en fait d'un professeur d'histoire-géographie qui est nommé sur un poste de français? Ça n'est pas respecter les élèves, ça n'est pas respecter les parents. Une situation qui dès lors ne satisfait personne. Si je suis affectée tard, le jour de la rentrée, même d'ailleurs la veille, il faut quand même avoir le temps d'aller sur place, trouver un logement d'appoint, parce que faire 300 km, ce n'est pas possible pour aller travailler. On trompe bien évidemment aussi les parents en leur disant qu'il y a 0 défaut. En fait, effectivement, peut-être qu'il y aura un professeur devant chaque classe, mais pas forcément le bon professeur au bon moment. Des incohérences qui, selon certains syndicats, pourraient se généraliser l'an prochain avec la régionalisation du système de mutation des enseignants.
Alors, second sujet d'inquiétude, nous en parlerons avec Claude Allègre dans quelques instants, et l'une des raisons du dépôt de 3 préavis de grève pour la rentrée, les heures supplémentaires. Un nouveau calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées entraînerait, selon les syndicats, une perte de salaire importante. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Raymond Chaplard. Dans 2 jours, c'est avec ses élèves qu'Isabelle franchira les grilles de son collège. Pour l'instant, il lui reste surtout à prendre connaissance de son emploi du temps. Professeure certifiée d'histoire-géographie, Isabelle doit assurer 18 heures de cours hebdomadaires. Elle sait déjà, comme tous les autres profs, qu'elle fera obligatoirement au moins 1 heure supplémentaire par semaine. Problème, le ministre vient d'annoncer une baisse de 17% du taux de rémunération des heures sup, d'où une certaine amertume. On nous impose une baisse sur quelque chose qui nous est déjà au départ imposé. On n'a pas le choix. Beaucoup de collègues choisissent de faire des heures supplémentaires parce que nos salaires sont quand même relativement bloqués depuis un certain temps dans la fonction publique. Je trouve que c'est assez cynique. Jusqu'à présent, 1 heure supplémentaire effectuée chaque semaine rapportait 7 580 francs à un professeur certifié. Avec cette baisse de rémunération, le manque à gagner sera de 1 280 francs. La raison de ces économies pour Claude Allègre, le financement des emplois jeunes. Motif invoqué pour baisser le tarif. Selon le ministre, les heures sup ne devraient pas être payées pendant l'été, car les profs ne travaillent pas. Je suis partie avec mon cartable et je peux vous dire que mon cartable, ça fait quasiment la moitié du coffre quand je pars, puisque j'ai plusieurs niveaux de classe et j'ai préparé mes cours pendant mes 2 mois d'été. Donc je travaille pendant mes vacances. Selon plusieurs syndicats, la suppression des 800 000 heures supplémentaires existantes pourrait permettre la création de plusieurs dizaines de milliers de postes de professeurs. La manœuvre n'est pas si simple, d'autant qu'un minimum d'heures en plus apporte une certaine flexibilité au système. Leur suppression totale rendrait le système trop rigide et ne nous permettrait plus cette souplesse pour l'organisation de nos enseignements dans nos établissements. Aujourd'hui, au ministère, on s'affirme prêt à discuter. Le temps presse, la plupart des syndicats appellent à boycotter les heures supplémentaires dès la rentrée. Claude Allègre, bonsoir. Je commence les 2 choses. Il y a un vrai débat sur les heures supplémentaires. Commençons par ce qu'on venait d'entendre. Est-ce qu'effectivement, vous les supprimez complètement? Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je suis à la fois pour des opérations claires, réelles. Ces heures supplémentaires annuelles, à partir du moment où les gens, ces 36 semaines, il n'y a pas de raison de les payer 42 semaines. Et de toute manière, même s'ils travaillent pendant l'été, comme le dit cette enseignante. Non, mais attendez, l'été, ils touchent leur salaire. On ne paye pas des heures supplémentaires qui ne sont pas faites. Est-ce que vous êtes payé d'heures supplémentaires lorsque vous ne les faites pas? Non, je ne suis pas enseignant. Eh bien, pourquoi les enseignants, ça serait différent? Les heures supplémentaires, je suis pour. Les heures supplémentaires faites sont payées, comme tout le monde. Deuxièmement, ces heures supplémentaires, d'autres que moi s'en sont aperçus que c'était anormal, c'est-à-dire les fonctionnaires de Bercy. Mais moi, j'ai choisi de prendre les devants. Grâce à ces heures supplémentaires non faites que j'ai récupérées, j'ai créé 40 000 emplois jeunes. 40 000 personnes. C'est là que, pardon, mais c'est là qu'il y a débat, parce qu'on dit vous créez des emplois jeunes, donc des emplois précaires, qui ne sont pas pérennes. Non, mais et pourquoi est-ce que vous ne créez pas des emplois fixes, des contrats à durée indéterminée? Parce que vous ne pouvez pas, comme tout le monde, demander à ce que le nombre de fonctionnaires en France n'augmente pas et demander au Premier ministre de créer des fonctionnaires. Le Premier ministre a tenu compte de l'opinion générale, on a décidé le gel des fonctionnaires. Mais est-ce que réellement l'éducation nationale a besoin des emplois jeunes, bien sûr, d'emplois jeunes, mais aussi d'emplois fixes? Non, actuellement il y a une décroissance des élèves, du nombre d'élèves. Et ce que nous demandait le ministère des Finances, c'était de supprimer les postes de professeurs. Eh bien, on n'en supprimera pas, on en créera en fait 3300. Là, cette année-là. Oui. Et deuxièmement, les emplois jeunes, c'est la révolution dans l'éducation. Ça permet au maître de s'appuyer sur quelqu'un qui l'aide, qui ne se substitue pas à lui. Ce pas des enseignants, c'est des aides éducateurs. Mais oui, mais c'est ce dont on a besoin. L'enseignement est en train d'évoluer, les nouvelles technologies rentrent dans l'enseignement, tout le monde a droit à l'accès à la culture, au sport, etc. C'est ça qui permet cette attitude que vous décrivez et qui n'est pas l'attitude de la majorité des enseignants, est une attitude qui n'est pas très, à mon avis, sociale. Non, mais je voudrais vous dire combien ça va pénaliser les enseignants. 130 francs par mois.
pour créer 40 000 emplois jeunes. Pour moi, c'est ça la solidarité nationale, et moi je suis fier que l'éducation nationale. On sait qu'ils ne sont pas très bien payés pour quelques-uns. Mais non, mais là je viens d'entendre de dire qu'ils ont été revalorisés plusieurs fois. Je viens d'entendre dire quelqu'un disant la fonction publique a été gelée. C'est pas vrai, elle a été revalorisée par Lionel Jospin. On a mis 23 milliards de revalorisation oui, mais là, des vous fonctionnaires. prenez la globalité de la fonction publique. Non, mais notamment les enseignants. Alors, ils représentent la moitié. Non, mais attendez, on est dans une période de chômage. Moi, mon combat, c'est sortir les jeunes du chômage. C'est aider les jeunes. On a créé 40 000 emplois jeunes. On a repris la totalité des maîtres auxiliaires. Ça, c'est ma politique. Et là-dessus, j'en suis fier. C'est fait pour les maîtres auxiliaires. Ça se fait sur c'est plusieurs années. C'est fait. Il n'y a pas de question. Est-ce qu'avec ce dialogue-là, avec ce ton-là, est-ce qu'effectivement, par exemple, est-ce que vous avez rencontré le SNES? On a dit que vous alliez le voir aujourd'hui. Vous les avez vus? Je vais vous répondre là-dessus, mais je voudrais commenter, si vous voulez bien, la première partie. Oui, comme vous la voulez. Première si vous partie... faites les questions, je vais faire les réponses. Non, parce que vous avez fait moi, je veux commenter les deux choses. La première partie, vous justifiez entièrement à ma politique. Pourquoi il y a des retards dans l'affectation de quelques professeurs, car c'est quand même la minorité. Il y a une opacité, alors pardon Monsieur le Ministre, mais il y a une opacité totale sur les chiffres, les rectorats ne veulent pas nous les fournir. Mais bien sûr, pour une raison, à cause du mouvement national. Puisque c'est fait nationalement, il faut le temps que ça soit fait. Pour gérer nationalement, pour ajuster nationalement des mouvements qui concernent 150 000 personnes, personne ne gère nationalement, centralisé, 150 000 personnes. Quand ça va être déconcentré, il n'y aura plus ça. Si je ne déconcentre pas par un culte de la déconcentration, je déconcentre pour mettre les gens plus près de la décision et moins d'opacité précisément. Donc vous m'avez fourni. Bien, vous faites ce que Gaston Defferre a fait pour la décentralisation. Mais absolument. Bon, alors maintenant je vous réponds. J'ai vu, je suis ouvert à tous les dialogues. C'est une chose très claire. On l'a vu avec les enseignants du primaire, on l'a vu avec les étudiants, on l'a vu avec tout le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai rencontré des syndicats sur le problème des... Oui, dont le SNES. J'ai rencontré le SNES très longuement. Et voilà, ça va mieux entre vous. Une atmosphère détendue à partir du moment où on veut avancer ensemble sur les problèmes. Certaines des revendications sont justifiées. Vous n'avez pas parlé, c'est des revendications techniques sur les hors-classes ou des choses comme ça. D'autres revendications sont encore plus justifiées, par exemple les concours de recrutement dont les postes ne sont pas pourvus, et donc on tombe d'accord sur un certain nombre de méthodes. Alors, on ne pourra pas tout aborder. Je vais vous offrir ce petit livre de français qui va passer dans les collèges. C'est Marcel Julien, notre ancien patron, qui avait ça. Alors il fait des citations des proverbes. Je voudrais savoir ce qui vous va le mieux. Les chiens aboient à la caravane passe, ou qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son. Qu'est-ce que vous préférez des deux? Le premier, naturellement. Le premier, naturellement. Ben oui, parce que le deuxième, c'est un peu stalinien. Ben oui. Bon, vous l'a reproché un petit peu, quelquefois, quand même. Non, personne ne m'a jamais reproché de ne pas écouter. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il faut... la méthode Jospin, il l'a rappelé, c'est on écoute, on discute, on dialogue, et puis on décide. Et c'est pas la minorité, et c'est pas la minorité qui décide pour la majorité. C'est vrai pour les sans-papiers, c'est vrai pour l'éducation nationale. Merci Claude Allègre. C'est aujourd'hui qu'entraient en vigueur les premières mesures du budget 99 concernant la gratuité de la carte d'identité, la suppression de la taxe d'examen sur le permis de conduire et la baisse des droits de mutation, un allègement fiscal estimé au total à un peu moins de 5 milliards de francs. Ouverture en début d'après-midi à Fleury-Mérogis, dans un gymnase de l'administration pénitentiaire, du procès de 138 personnes impliquées dans le réseau islamiste baptisé Chalabi, du nom de l'un des principaux prévenus. C'est le plus grand procès d'islamistes jamais tenu en France, mais les conditions de celui-ci ne sont pas équitables, selon les défenseurs. Les avocats ont donc quitté le gymnase en fin d'après-midi. Reportage Pascal Doucet-Bon, Luc Bachofen. Sortie se veut solennelle. Les visages sont fermés, un tel boycott judiciaire n'arrive pas si souvent. C'est près de la moitié des avocats de la défense qui quittent l'audience. Ils viennent de demander le renvoi de ce procès. Nous connaissons les États, les pays où la justice est rendue dans les stades ou dans les forts militaires ou dans les prisons. C'est inacceptable pour nous et nous le refusons. Nous sommes partis. Mais nous allons nous concerter pour voir comment saisir la Cour européenne des droits de l'homme, comment saisir la Cour de cassation de ces violations de droits que représente un tel procès. C'était le dilemme de l'après-midi pour les quelques défenseurs encore indécis. Quitter les lieux pour protester, mais ainsi abandonner leurs clients, ou au contraire, rester
malgré les conditions particulières de l'audience. Il y en a qui ne veulent pas défendre, il y en a qui veulent défendre, il y en a qui considèrent que la place de l'avocat doit être là. Moi, je pense que l'avocat, quel qu'il soit, quel que soit le procès, sa place est dans le prétoire pour assurer la défense de la personne qui doit être jugée. Les avocats n'aiment décidément pas cette salle, située trop près de la prison, disent-ils. Et surtout, ils détestent cette audience fleuve, avec 138 prévenus qui ne se connaissent pas tous entre eux et au degré de responsabilité très divers. Le parquet de Paris leur répond que la compréhension des réseaux est à ce prix et qu'il y a quelques mois, des avocats eux-mêmes réclamaient le rassemblement des dossiers. L'audience d'aujourd'hui était chaotique, elle devrait reprendre plus calmement demain après-midi. Dominique Verdeillan, vous êtes dans ce gymnase judiciaire, enfin vous avez passé l'après-midi. Est-ce que le procès va continuer ? Oui, tout à fait, parce que le tribunal a rejeté la demande de renvoi, plus exactement. Elle a décidé de prendre une décision plus tard, ce qui veut dire que le procès continue, et cela veut dire aussi qu'on peut parier qu'un certain nombre des avocats qui ont aujourd'hui claqué la porte seront demain à la reprise de l'audience. Alors c'est vrai que tout le monde a du mal à se persuader que nous sommes ici dans une salle d'audience et non dans un gymnase, d'où cet après-midi une ambiance très particulière. On vous l'a dit, des avocats très remontés. On ne part pas, l'un a même fait savoir déjà qu'il ferait citer le juge Bruguère qui a mené l'instruction et Charles Pasqua. Des prévenus étonnamment décontractés pour des terroristes présumés, 24 prévenus dans le box que vous découvrez derrière moi, 114 libres assis au milieu de la salle. Des prévenus qui applaudissent comme au spectacle lors des plaidoiries de leurs conseils ou qui se lèvent lorsque Maître de Félis demande le renvoi de ce procès. Quant à Mohamed Chalibi, celui qui a bien donné involontairement son nom à ce réseau, eh bien, il est le seul aujourd'hui à faire une déclaration politique. Je ne suis pas algérien, dit-il, je suis de nationalité musulmane, je n'ai rien à voir avec la junte militaire. Alors, grand procès, oui, par le nombre. Il a fallu pas moins de 3 heures pour que le président fasse l'appel des 138 prévenus. Grand dossier, c'est encore à voir. Il faut rappeler que nous ne jugeons pas ici les attentats de Paris de 1995, ni leur préparation, mais des faits bien antérieurs. Merci Dominique. Un policier de la brigade anticriminelle de Tarbes placé en garde à vue. Le policier a tué par balle un homme qui lui avait demandé une cigarette. Une violente altercation aurait suivi. Le policier en civil a tiré alors que l'homme s'enfuyait. C'est l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui a été chargée de l'enquête sur cette bavure mortelle. Reportage à Tarbes, Christophe Larocca, Olivier Combes. Éric Ben Fatima avait 31 ans. Il était le père de 2 enfants. C'est dans cette ruelle qu'il a été abattu hier soir vers 21 h par un policier en civil. À l'origine, une banale altercation devant ce tabac. Éric Ben Fatima demande une cigarette, le policier la lui refuse en lui précisant que la mendicité est interdite à Tarbes. La suite s'est déroulée sous les yeux de ces 3 lycéens. Après c'est parti à la bagarre un peu, ils sont tombés par terre, ils se sont relevés, ils se sont encore engueulés. Mais le flic avait toujours le ton plus haut que l'autre. Il est parti en courant. Le policier l'a suivi et là dans la rue, moi j'étais ici quoi. Et je voyais qu'il était en train d'essayer de sortir son arme. Il a tourné et là il a dégainé son arme et je l'ai vu de profil tirer une fois sur le sol et 2 fois à hauteur. Il y a eu combien de temps entre le moment où le jeune est parti en courant et le moment où le policier a tiré? 10-20 secondes. 10-20 secondes. Il n'y a pas eu de sommation? Aucune sommation, aucune. Selon la police, la victime était un SDF. Il s'agit en fait d'un RMiste qui ne possédait pas d'antécédents judiciaires graves. Le policier qui appartient à la brigade anticriminalité de Tarbes se trouve toujours en garde à vue. Ce qui est sûr, c'est que dans sa déclaration, le policier dit qu'il s'est senti menacé par la victime. L'enquête a été confiée à la police des polices, l'IGPN. Les amis d'Éric, eux, appellent à une manifestation pacifique vendredi prochain. Au Havre, les chances d'une poursuite de l'activité du chantier naval sont très faibles. 1900 salariés sont menacés de licenciement. Les ateliers et chantiers du Havre ne peuvent pas survivre sans l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Un rapport d'experts commandé par le gouvernement avance même l'hypothèse de tourner franchement la page de la construction navale au Havre. Reportage dans les chantiers navals havrais de Laurent Bailly et Yann Streff. Les ateliers et chantiers navals du Havre, naguère l'orgueil de la Seine-Maritime. Depuis un demi-siècle, des générations d'ouvriers, ils sont encore 2000 aujourd'hui sur le site, construisent des navires marchands. Mais à la fin de l'an 2000, l'entreprise risque de mettre la clé sous la porte, alors le PDG essaye de motiver des salariés démoralisés et inquiets.
Alors vous en sortez aujourd'hui, vous n'êtes pas trop déçus par les nouvelles sur le chantier? Ah si, il y a beaucoup. Hein. Il faut espérer. Espérer d'abord que Bruxelles autorise l'État, qui a déjà versé plus d'1 milliard, à soutenir ces chantiers pendant 2 ans encore. Espérer surtout qu'un grand groupe rachète l'entreprise. Le PDG a 1 mois pour trouver un sauveur. C'est pour l'instant un sursis et ça peut devenir les conditions d'une réussite à long terme si les espoirs de reprise par un grand groupe se concrétisent. Mais vous êtes en négociation actuellement avec un repreneur? On n'en est pas là. L'urgence, c'est d'abord de terminer ces 3 tankers commandés par un armateur norvégien. Comme la direction, la CGT explique que c'est une commande empoisonnée qui fait perdre de l'argent à l'entreprise. Alors ici, tous les salariés redoutent la faillite et ses conséquences. Pour nous, chômage, et puis pour la région, je pense beaucoup de dégâts. Il y a les boîtes extérieures ensuite, on travaille pour la boîte, pour le chantier. Alors si ça ferme... En ville, les Havrais rencontrés au hasard se sentent concernés, eux aussi se disent inquiets. Vous pensez que ça va avoir un impact sur la ville? Oh oui, ça fait comme à Cherbourg, si vous voulez, l'Arsenal qui ferme sur Cherbourg. Il y a déjà, il y a pas mal de chômage par ici, alors là, s'ils ferment ça, ça va en faire en plus. Aujourd'hui, le patron des ateliers et chantiers navals du Havre n'a rassuré personne. Les salariés n'ont au mieux que 2 ans de travail devant eux, mais lui n'a que 30 jours pour enrayer ce compte à rebours qui risque d'être fatal à l'entreprise. 1 an, jour pour jour, après le décès de la princesse Diana, c'est une star du football, David Ginola, qui reprend son rôle en faveur de l'élimination des mines antipersonnelles. Diana s'était déplacée dans les bidonvilles de Luanda en Angola. Aujourd'hui, c'est donc David Ginola qui a repris le parrainage de la campagne de la Croix-Rouge contre ces mines. Il participait à un match amical de football en compagnie de jeunes et d'enfants victimes de ces mines. Reportage Anne Poncinet, Roger Motte. Tu joues avec les blancs, et nous on va jouer avec les verts. C'est peut-être parce qu'il est footballeur et parce que ses jambes sont en or que David Ginola fait un bon ambassadeur du combat pour l'interdiction totale et mondiale des mines antipersonnelles. Des engins qui ont coupé les jambes et les genoux de jeunes Angolais fous de foot, comme tous les gosses du monde. L'herbe est moins verte ici qu'à Londres, mais le match sera inoubliable. On vient directement sur leur terrain jouer avec des jeunes qui avaient envie de devenir footballeurs et qui ont eu un malheur dans leur vie parce que la connerie humaine a fait qu'on fasse des choses horribles. En Angola, les mines, les explosifs menacent les enfants à chaque coin de champ ou de chemin. L'école dispense donc des cours sur les mines avec pièces de théâtre pédagogiques. Ce sont les actions de sensibilisation de la Croix-Rouge. Sensibilisation ici des enfants, ailleurs des gouvernements, pour les inciter à ratifier le traité d'interdiction des mines antipersonnelles signé l'an dernier. Il faut 40 pays qui doivent ratifier la convention pour qu'elle devienne exécutoire. On en est à 31. Alors encore un petit effort, on arrivera à 40. Mais sur les 125 pays qui ont promis de ratifier, on sait que des pays extrêmement importants comme la Chine, comme l'Inde, comme le Pakistan, comme les États-Unis, n'ont pas encore signé. Mais si important soit-il, le traité ne règle pas le problème des zones déjà minées. L'aéroport est ici, la piste, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce sens, et toute cette partie qui longe le talus qu'on voit là, un merlon, ça s'appelle un merlon, est minée. L'aéroport de Wombo est un cas d'école. On estime que 20 000 mines dorment ici. En 2 ans de travail, 36 des mineurs n'en ont sorti que 800. Honneur républicain et présidentiel en fin de matinée à l'Elysée pour les 22 joueurs de l'équipe de France de football. Ils ont reçu la Légion d'honneur et M. Chirac a affirmé « Quand la France veut, elle peut ». Ruban rouge à la boutonnière, les champions du monde sont repartis à Clairefontaine pour préparer le prochain match France-Islande. Reportage Laurent-Frédéric Bollet, Jean Cornu. Comme cadeau, il y avait plus original. Des maillots numéro 23, le président en avait déjà un, au moins. Tant pis, les joueurs et Aimé Jacquet ont offert bien plus à Jacques Chirac et au pays, la Coupe du Monde. Alors, 7 semaines plus tard, pour une remise de Légion d'honneur bien méritée, cela valait bien la peine de revenir. C'est un honneur, c'est la Légion d'honneur, donc c'est vrai que c'est un honneur, mais bon, ça fait... c'est sympa, c'est sympa. On commence à connaître ici. Ben ouais, c'est la 3e fois. On va prendre un appart peut-être, on va voir. Le chouchou du public reste quand même Zinedine Zidane. Et les célébrations, il commence à connaître. Maintenant, on va y aller tranquillement.
Zinedine Zidane, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Et voilà comment se conclut une belle et grande aventure qui a fait sortir toute la France dans la rue un certain soir de juillet. Des moments que personne n'a oubliés, tous bords politiques confondus, le remerciement est unanime. Merci, les Bleus, pour ces moments uniques que vous nous avez fait vivre. Merci pour ce bonheur immense. Merci pour la leçon de tolérance et d'humanité que vous nous laissez. Mention spéciale à Aimé Jacquet, l'ex-entraîneur des Bleus, s'était fait discret ces derniers temps, la preuve sans doute d'une indéniable sagesse. Oui, on est toujours ému, puis surtout, il me semble qu'on a tous un petit peu un retour sur toute sa vie, donc ça a défilé très rapidement dans ma tête. En tout cas, direction Clairefontaine cet après-midi. À voir la foule, on a l'impression qu'on est toujours au mois de juillet. Même ferveur, même lieu, mais désormais, ce sont d'autres matchs qu'il faut préparer. Voici maintenant un couple exceptionnel de la chanson. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Ils sont associés pour un nouvel album, 12 titres signés Goldman. Céline Dion et Jean-Jacques Goldman avaient déjà travaillé ensemble en 1996. Cette fois-ci, l'album s'intitule « S'il suffisait d'aimer ». Et pendant que la chanteuse québécoise est en tournée aux États-Unis, Jean-Jacques Goldman s'est confié à Louis Carzou et Jean-François Chevet. Lorsqu'il revient au studio Méga près de Paris, Jean-Jacques Goldman se laisserait presque aller à 3 notes de nostalgie. C'est ici qu'il a réussi à retrouver l'une de ses interprètes préférées, Céline Dion. Réussi, car depuis leur premier disque, la Québécoise est passée par la case Titanic. Et quand on a vendu une chanson à 23 millions d'exemplaires, le principal problème devient l'emploi du temps. Jean-Jacques me présentait des chansons et évidemment ça a été un grand coup de foudre et j'étais excitée de savoir que j'étais pour retravailler avec Jean-Jacques à nouveau. Donc au mois d'avril on s'est revus pour l'enregistrement du disque et à l'intérieur d'une semaine on a tout fait. Je faisais 2-3 titres par soir. Moi, je me sens dans la situation d'un auteur-compositeur à qui on donne une voix exceptionnelle que n'importe quel auteur-compositeur souhaite avoir. C'est un rêve. Un rêve pour le moins récurrent. La dernière fois que Jean-Jacques Goldman et Céline Dion ont partagé leurs emplois du temps, ils étaient plus de 11 millions à se laisser bercer par leur partition. Voilà, vous la retrouverez prochainement dans Envoyé spécial, je crois. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information que nous avons développée, la publication par le magazine Science et Avenir de la situation comparée de 512 hôpitaux français, révélation sur les taux de mortalité des risques de 1 à 20, des risques de mort de 1 à 20 selon les hôpitaux. Dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. À 20h50, un film de Pierre Richard et avec Pierre Richard et Smaïm. Le dernier journal vers 0h30 sera présenté par Florence Duprat. Demain à 7h50, Yannick Letranchant recevra pour les 4 vérités Marc Blondel, le secrétaire général de Force ouvrière. À demain 20h, bonsoir, merci.